Dismiss flag, dismiss flag, rétablir les sons. Go. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Comme convenu, nous vous retrouvons ce soir pour une émission spéciale sur l'astrologie chinoise et la mythologie japonaise. C'est Julien qui est là. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir Eric et bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il y a déjà un peu de monde sur le chat. Bonsoir à Samira qui est parmi nous sur le chat. Et c'est tout pour l'instant. Ok, alors n'hésitez pas à poser vos questions quand ce sera le moment. Je vous souhaite à tous une très bonne émission. Julien, la parole est à toi. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Alors, déjà, merci de m'accueillir dans cette émission. Alors, pour commencer cette soirée, on a l'habitude en Occident de considérer les signes du zodiaque comme uniques. On les connaît tous, hein, le bélier, le taureau, le gémeaux, etc. L'astrologie en Extrême-Orient est un peu différente, puisque de pays en pays, de croyance en croyance, elle est différente. Elle prend différentes formes. Donc, on va essayer un peu d'en parler ce soir, et notamment au niveau du Japon, puisque c'est un pays qui est riche de légendes, de mythes, et qui viennent s'entrelacer étroitement avec justement ce zodiaque, cette astrologie, qui définit beaucoup de choses. Tout d'abord, il faut faire un petit point histoire sur le Japon, et notamment sur la création du Japon. Il faut savoir qu'au Japon, on a donc un empire qui est donc dirigé par un empereur, et cet empereur est considéré là-bas comme d'essence divine. Alors, en Europe et notamment en France, au Moyen-Âge, on avait le Louis XIV, le roi Soleil, qui se disait d'essence divine. Au Japon, c'est tous les empereurs qui sont considérés d'essence divine. Pourquoi ? Parce que au Japon, il existe 2 livres sacrés qui ont été écrits pour l'un dans les années 710, pour l'autre dans les années 730 environ, donc qui s'appellent le Kojiki et le Nihon Choki, qui sont des livres qui racontent la fondation du Japon et l'histoire de l'empire, de sa fondation à nos jours, puisque même si ces livres ont été écrits, il existe des
des archives sur tout ce qui s'est passé jusqu'à nos jours. Pour revenir du coup à l'origine de ce pays, aux fondations même de ce pays, il faut savoir qu'à la base, il y a une croyance, une religion, qui est la religion shintoïste. Qu'est-ce que le shintoïsme? Le shintoïsme est une religion qu'on dit animiste. Donc c'est une religion qui met en avant la nature et son importance essentielle dans la vie. Il y a un souci? On dirait oui. Alors, nous sommes désolés, petit problème en direct du côté de Julien. C'est bon, Julien, tu es là? Oui. Ok, alors il y a eu un grand silence Il y a eu un grand vide. Hein. où tu disais, tu parlais que c'était une civilisation animiste, dont la, ou, Tu parlais une religion animiste. du taoïste. Tu parlais du taoïste. Voilà, du taoïsme. Et Taoïste. tu disais que l'importance de la nature, etc. Puis après, on n'a plus rien entendu. Ah, d'accord. Alors, je reprends. Donc, je disais que le shintoïsme était une religion animiste qui mettait en avant les bienfaits de la nature et enfin l'importance de la nature et qui avait comme précepte de dire que chaque personne, chaque objet, chaque animal, chaque être vivant, chaque élément naturel possédait un esprit, une forme immatérielle qui était chargée d'énergie, qui était chargée de vie, et que il fallait justement respecter toutes ces formes de vie, toutes ces formes d'énergie. À la base de cette religion et ce qui a créé ce pays du Japon, il n'y avait que deux entités, il n'y avait que le ciel et l'océan. Ces deux entités se mêlaient plus ou moins comme le jaune et le blanc d'un œuf peuvent se mêler plus ou moins. Il est apparu à la base une divinité unique, puis 5 autres qui étaient asexués et qui ont donné naissance à 5 autres paires de divinités qu'on appelle kami dans la religion shintoïste. Pourquoi kami? Parce que kami, c'est ce qui est supérieur, ce qui est en haut, ce qui est au-dessus. Ces kami, parmi les 5 paires, la première paire qui a été créée, l'homme et la femme, qui ont été nommés Izanami pour la femme et Izanagi pour l'homme, ont été chargés par ces divinités primitives de créer le monde et de le gérer. Ces deux divinités, ces deux kami, sont descendus sur un pont sacré entre la mer et le ciel, et Izanagi, l'homme, a pris sa lance sacrée et l'a trempée dans l'océan et l'a agitée. Des éclaboussures d'eau provoquées par cette agitation sont apparues une île. Ils sont descendus sur cette île et ont construit un bâtiment dans lequel ils se sont abrités. Ils ont effectué des rituels sacrés et ont procréé, se sont unis. Malheureusement, leur première union a échoué et a donné naissance à un être difforme qu'ils ont rejeté à la mer. Pourquoi? Parce que
Izanami avait eu l'imprudence de parler la première. Et le caractère sacré de la chose faisait que la femme ne devait pas parler la première. Du coup, ils ont recommencé leur rituel et cette fois-ci, c'est l'homme, c'est Izanagi qui a parlé le premier. Izanagi a parlé le premier, Izanami lui a répondu, ils se sont unis et de leur union sont nées les îles du Japon. Sur ces îles, ils ont créé plusieurs kami, donc plusieurs divinités. Par exemple, la divinité du vent, la divinité des montagnes, la divinité du tonnerre et de la foudre, la divinité des océans. Ces divinités ont eu un frère notamment, nommé Kagutsuchi, qui était la divinité du feu. Malheureusement, divinité du feu oblige, il était brûlant et en naissant, il a brûlé mortellement sa mère, Izanami, qui en est morte et qui s'en est allée au pays des morts, dans l'enfer. Izanagi, triste de ne plus pouvoir être avec sa compagne, a entamé un long voyage, un long périple. Et après une longue marche, il s'est retrouvé dans ce pays des morts. Ce pays des morts était bien entendu, lui aussi, régi par des kami, à qui il a demandé l'autorisation de pouvoir retrouver Izanami, sa bien-aimée, et de la faire revenir au monde des vivants. En attendant la réponse des kami, il avait ordre de ne pas retrouver, de ne surtout pas regarder Izanami avant qu'il ait eu sa réponse. Or, impatient de revoir son amour, Izanagi s'est mis à la chercher et l'a retrouvée finalement dans une salle du palais de la mort. Malheureusement, Izanami avait déjà mangé la nourriture des morts et quand Izanagi l'a aperçu, il a trouvé le corps de sa bien-aimée à moitié putréfié, ce qui l'a complètement dégoûté. Il a fui, horrifié de ce spectacle, en rejetant celle qui l'avait aimé et s'en est retourné au monde des vivants. Izanami, folle de rage, l'a poursuivi, accompagné des démons de la mort, pour essayer de l'empêcher de s'enfuir. Izanagi a réussi à sortir et à bloquer la porte du royaume des morts à tout jamais. À travers cette porte, Izanami lui a juré que chaque jour, elle prendrait 1000 âmes du pays des vivants. Izanagi lui a alors répondu que lui, en contrepartie de ces 1000 âmes qu'elle prendrait, il ordonnerait aux hommes d'en créer 1500. C'est ce qui a donné le cycle de la vie et de la mort. Izanagi a continué sa vie et pour se laver de ce voyage, s'est baigné dans une rivière. Il s'est nettoyé et en se nettoyant le visage de son œil gauche, il a créé le kami du soleil. De son œil droit, il a créé le kami de la lune. Et de son nez, le kami des tempêtes et de la colère.
Ces 3 kami, fils d'Izanagi donc, ont été chargés par lui d'administrer le paradis céleste et la terre. Izanagi, voyant que sa fille, la déesse, la kami du soleil, était la plus apte à remplir cette mission, lui a légué son collier de perles, qui est aujourd'hui un des trésors impériaux et qu'on peut encore trouver dans l'un des temples du Japon. Amaterasu, donc, la kami du soleil, a géré le paradis, a géré la terre et a tenté de la faire prospérer. Son frère Tsukiyomi, le kami de la lune, s'entendait à peu près bien avec sa sœur. Jusqu'au jour où le frère et la sœur furent invités par la déesse de la nourriture, la kami de la nourriture, nommée Ukemoshi. Cette kami les a donc invités à manger pour pouvoir parler affaires. Malheureusement, Amaterasu ne pouvait pas s'y rendre. Elle a donc envoyé son frère. Tsukiyomi s'est présenté chez Ukemoshi et ils ont commencé à discuter en mangeant. Mais au plus ils mangeaient, au plus Ukemoshi partait dans une pièce à côté de celle où il déjeunait et revenait à chaque fois avec des plats plus garnis les uns que les autres. Tsukiyomi, le kami de la lune, très curieux de voir comment le kami de la nourriture faisait pour proposer d'aussi nombreux plats et aussi garnis, l'a suivi dans la pièce où elle préparait les repas. Et il fut horrifié de voir que la kami de la nourriture vomissait le riz pour en remplir les plats, sortait les légumes de ses oreilles et sortait d'autres aliments de ses orifices corporels. Complètement horrifié et dégoûté, il a sorti son épée et lui a tranché la tête. Amaterasu, la kami du soleil, en apprenant le geste de son frère, l'a chassé du palais céleste, en lui intimant l'ordre de se retirer dans un coin reculé du paradis. C'est ainsi que vous ne verrez jamais le soleil et la lune ensemble. Si vous voyez la lune, le soleil ne sera jamais là. Et inversement. C'est le cycle de la nuit et du jour qui se crée au Japon. Amaterasu avait, comme je vous l'ai dit, un deuxième frère qui se nommait Susanoo. Susanoo était le kami des tempêtes et ce kami était très colérique. Il aimait jouer des tours et aimait taquiner, brutaliser un petit peu les gens et les autres kami. Il arriva un jour chez sa sœur, Amaterasu, et la défia, lui lança un pari en disant que le palais céleste appartiendrait à celui des deux qui réussirait à créer la première divinité masculine. Amaterasu releva le défi. Elle prit l'épée de Susanoo, la brisa en 3, en avala les morceaux et recracha 5 divinités féminines. Susanoo, ne se démentant pas, a pris le collier de perles
de sa sœur, l'a mastiqué et en a recraché 5 divinités masculines. C'est ainsi qu'il parada devant sa sœur, de manière méprisante, en lui disant qu'elle avait perdu son pari. La déesse fut tellement offusquée de cet affront qu'elle se retira dans une grotte, privant le monde de lumière, de sa lumière. Les autres déesses et dieux, les 2 autres kami donc du monde, furent bien peinés de se trouver dans un monde complètement obscurci et constamment dans la nuit. La déesse de la gaieté, de la danse et de l'érotisme proposa un stratagème aux autres kami pour pouvoir faire sortir la déesse du soleil. Elle installa un grand miroir face à la porte de la grotte et se mit en retrait et commença à danser. Elle dansait si grotesquement que bientôt tous les autres kami se mirent à rire, de plus en plus fort. La déesse du soleil, du fond de sa grotte, se demanda pourquoi les autres kami riaient. Elle a risqué un œil dehors et a aperçu le corps et le visage d'une déesse magnifique. Elle se demanda qui ça pouvait bien être. Elle demanda aux autres pourquoi ils riaient et qui était cette personne qu'elle apercevait. La déesse de la gaieté, de la danse et de l'érotisme lui dit que c'était la nouvelle déesse du soleil et que, après tout, elle pouvait bien rester au fond de sa grotte, que les gens n'avaient plus besoin d'elle. Mais qu'après tout, si elle voulait venir admirer à son tour cette déesse, elle pouvait le faire sans aucun souci. Amaterasu, jalouse qu'on ait aussi vite pensé à la remplacer, sortit de la grotte. Les autres kami alors se précipitèrent et barrèrent l'entrée de la grotte avec une corde magique, empêchant Amaterasu de rentrer à nouveau. Amaterasu consentit de redonner au monde sa lumière solaire. En échange, elle demanda que Susanoo, son frère, le dieu des tempêtes, soit banni du monde céleste, ce que les kami acceptèrent. Susanoo fut donc exilé et parti voyager sur la terre. Il voyagea longtemps et finit par arriver près d'une petite maison où il trouva un homme, sa femme et sa fille qui pleuraient sans s'arrêter. Il leur demanda pourquoi ils pleuraient. Et l'homme, entre 2 sanglots, lui raconta qu'un monstre habitait la région, qu'à la base, avec sa femme, ils avaient eu 8 filles, et que chaque année, le monstre venait réclamer l'une de ses filles en pâture. Il ajouta que ce monstre devait venir le lendemain pour prendre sa 8e fille. Susanoo, épris d'amour pour cette jeune fille, leur proposa de tuer le monstre. Il commença par transformer la jeune femme en peigne qu'il glissa dans ses cheveux afin de la garder en sécurité près de lui, et demanda à l'homme et à la femme de construire une palissade autour de la maison en y perçant 8 trous. Dans ces 8 trous, il y plaça 8 jarres qu'il remplit avec du saké, l'alcool
japonais, brassé 8 fois. Le lendemain, quand le monstre apparut, et quel monstre, puisqu'il s'agissait d'un serpent nommé Yamata no Orochi, un serpent qui avait le corps aussi grand que 8 vallées et 8 montagnes. Son corps était aussi grand que il ne bougeait presque pas. La végétation y poussait, et la moisissure et la pourriture y florissaient à foison. Ce monstre avait 8 têtes, et il était invincible en apparence. Lorsque ce monstre donc apparut pour prendre cette jeune fille, il trouva les 8 jarres, et les 8 têtes simultanément plongèrent dans les jarres pour y boire le saké. Bien entendu, quelques instants après, le monstre s'écroula complètement ivre. Susano sortit alors de la maison, sortit son épée et trancha les 8 têtes. Le monstre était vaincu. Il demanda alors la jeune fille en mariage et l'épousa sur-le-champ. Du corps du monstre qu'il découpa en morceaux, il réussit à trouver une épée magique. Cette épée, il l'offrit à sa sœur Amaterasu en gage de réconciliation qu'elle accepta. Susano voyagea encore longtemps. Il lui arriva encore bien des aventures. Pourquoi je vous raconte tout ça, me direz-vous? Tout simplement parce que quelque temps plus tard, Amaterasu envoya son petit-fils Ninigi sur la Terre, en lui demandant de créer et d'administrer la terre du Japon. Ninigi, qui avait épousé la fille de Susano, eut un fils. Ce fils, lui, épousa la fille du kami des mers, Ryujin. Ryujin était un dragon des mers, quasiment aussi grand qu'un océan. Il vivait dans son palais sous-marin. Bien des légendes content les histoires fantastiques de ce dragon. Quand ils furent mariés, le fils de Ninigi et sa femme eurent un enfant qu'ils appellent Jinmu. Et Jinmu fut le premier empereur du Japon. En cadeau, Amaterasu, pour lui permettre d'asseoir son essence divine, lui offrit 3 choses. Tout d'abord, le collier que son père Izanagi lui avait offert. Ensuite, le miroir sacré qui avait permis de faire sortir la déesse de sa grotte. Et enfin, l'épée sacrée que Susano avait trouvée dans la queue du monstre à 8 têtes. Pourquoi vous raconte-je l'histoire du Japon? Tout simplement parce que, comme vous pouvez l'entendre, les croyances sont très fortes là-bas et l'importance de la nature est au cœur de chaque histoire. Il faut savoir que cette religion shintoïste se mêle beaucoup à des religions comme le bouddhisme, et notamment l'une de ces croyances parallèles,
le taoïsme. Le taoïsme, fondé par un homme, un Chinois, nommé Lao Tse, prône la passivité à l'égard des choses. En effet, il disait, si vous faites quelque chose, il y aura toujours une conséquence, qu'elle soit positive ou négative, il y aura toujours une conséquence. Pour éviter le risque qu'elle soit négative, il ne vaut mieux rien faire. Au moins, vous serez sûr que cette conséquence ne vous sera pas défavorable. Lao Tse avait compris cela, car un jour, il devait se rendre en aval d'une rivière avec l'un de ses amis. Seulement, ils étaient deux et les bateaux à l'époque ne pouvaient transporter qu'une personne. Et en plein milieu du trajet qu'ils devaient faire sur cette rivière, se trouvait une tribu très cruelle. Et c'est ainsi que l'ami de Lao Tse prit dans une première barque la route vers l'aval de la rivière. Arrivé à l'endroit où la tribu vivait, il s'est dépêché de ramer pour essayer de leur échapper. Bien entendu, le fait de ramer et de se dépêcher, fit du bruit et la tribu l'entendit, le rattrapa et le tua. En aval de la rivière, on retrouva la barque avec le corps inanimé de l'ami de Lao Tse. Lao Tse, ne sachant rien de ce qui s'était passé, se mit lui aussi en route. Mais après avoir ramé quelques minutes, il fut fatigué. Il s'allongea au fond de sa barque et s'endormit profondément. La barque, emportée par le courant, descendit lentement le cours d'eau. Elle passa à l'endroit où vivait la tribu, sans bruit. Lorsque Lao Tse se réveilla, il était arrivé en aval de la rivière. Lorsqu'il apprit ce qui était arrivé à son compagnon, il comprit que c'est parce qu'il n'avait rien fait, parce qu'il s'était endormi, qu'il avait été passif, qu'il avait pu survivre au destin cruel qu'il aurait pu avoir s'il avait agi comme son compagnon. Le taoïsme, c'est ça. C'est la passivité, c'est éviter les conséquences qui pourraient être négatives autant sur soi que sur l'environnement. Le taoïsme raconte aussi à sa manière la création du monde. En effet, comme pour l'histoire du Japon, la terre et le ciel n'existaient que d'eux au début du monde, se mélangeant eux aussi comme le blanc et le jaune d'un œuf. Entre ces deux entités était un géant du nom de Panku. Ce géant portait le ciel sur ses épaules et maintenait la terre avec ses pieds. Chaque année, le ciel montait d'un mètre, la terre descendait d'un mètre, et Panku grandissait d'un mètre. Après bien des années, sentant arriver sa fin, Panku appela 5 animaux célestes. Le dragon émeraude, l'oiseau rubis, la licorne jaune, la tortue noire
et le tigre blanc. Il leur dit, je vous ai choisis pour être les gardiens de ce monde. Veillez sur eux. Ce monde vous appartient. Vous en êtes les gardiens. Il envoya ces 5 animaux à chaque coin cardinaux. Le dragon à l'est, la tortue au nord, le tigre à l'ouest, l'oiseau au sud et la licorne au centre de la croix. Une fois les animaux éparpillés, il fit exploser son corps. De ses larmes se créèrent les océans. De sa chair se créa la terre. De ses os se créèrent les rochers. De ses dents se créèrent les falaises. De sa peau se créa les feuillages, la nature, la végétation. De ses poils se créèrent les arbres. De ses liquides corporels se créèrent les rivières, les ruisseaux. La vermine qui couvrait son corps fut dispersée et de là se créa les animaux et les hommes. Cette histoire de la création du monde dans le taoïsme fait référence à une croix cardinale gardée par 5 gardiens. En Orient, en Extrême-Orient, chaque gardien est associé à un élément. Le dragon est associé à l'élément du bois. L'oiseau à l'élément du feu. La licorne à l'élément de la terre. La tortue à l'élément de l'eau. Et le tigre à l'élément du métal. Pourquoi me direz-vous, je vous parle de ces éléments? Parce qu'ils sont utiles dans l'astrologie. Pourquoi? Parce que dans l'astrologie chinoise, que vous connaissez peut-être, chaque animal est associé à l'un ou l'autre de ces éléments. Mais connaissez-vous vraiment le zodiaque chinois ou japonais, puisque c'est le zodiaque qui est le plus représentatif en Extrême-Orient. Ça n'est pas le même qu'en Europe ou qu'en Occident. Il se compose de 12 animaux. Les connaissez-vous et savez-vous pourquoi ils sont dans cet ordre immuable? Tout simplement parce qu'un jour, il y a des temps très anciens, dans le royaume céleste, où régnait l'empereur de Jade, le dragon, le tigre et le phénix, encore eux, sont venus trouver l'empereur pour se plaindre d'être pourchassés sans cesse par l'homme. Après avoir réfléchi, l'empereur de Jade leur fit cette réponse. Dans 5 jours, les premiers animaux qui viendront se présenter dans mon palais, je les hisserai dans la voie céleste. Et chacun leur tour, ces animaux n'auront pas à craindre l'homme. Ils seront sacrés. Le dragon, le tigre et le phénix s'en retournèrent chez eux en répandant la nouvelle au prix de tous les animaux. La veille du 5e jour, le rat, qui n'avait pas entendu parler de cette histoire, croisa le chat qui faisait sa toilette.
Tiens donc, frère chat, pourquoi fais-tu une si grande toilette? Eh bien, parce que tu n'as pas entendu la nouvelle, frère rat. Nous pouvons devenir sacrés si nous nous présentons à la porte du palais impérial dès demain matin. Si tu veux, viens avec moi. Moi, j'y vais en tout cas. Mais il nous faudra partir tôt si nous voulons être les premiers. Le rat accepta et, en rentrant chez lui, réfléchit et se dit, il vaut mieux que j'y aille seul, car si le chat m'accompagne, il risque fort de prendre ma place et je n'aurai rien en retour. C'est pour ça que le 5e jour, à l'aube, le rat s'en fut seul au palais impérial. Quand il arriva, une multitude d'animaux étaient déjà présents devant les portes, attendant que celles-ci s'ouvrent. Quand les portes s'ouvrirent, tous les animaux se ruèrent en même temps pour rentrer dans le palais. Bien sûr, tout le monde se bouscula et personne ne parvint à rentrer dans le palais, tellement les animaux se précipitaient les uns sur les autres. Le rat, resté un peu en retrait, après avoir réfléchi, se glissa entre les pattes de ses compagnons et rentra seul, le premier, dans le palais. L'empereur le désigna et lui dit « Rat, tu seras le premier animal du zodiaque. » Le tigre, le bœuf, voyant son compagnon réussir cet exploit facilement, se dit qu'il ne pouvait pas en être autrement et se lança ainsi, grâce à ses cornes, dans le palais impérial. Le tigre, ne comprenant pas pourquoi lui, il ne pourrait pas parvenir à être lui aussi sacré, se lança par-dessus tous ses compagnons en bondissant et rentra ainsi lui aussi dans le palais, devenant le 3e animal du zodiaque. Le lapin, qui était resté en retrait, imita le rat et rentra à son tour pour devenir le 4e animal. Ce fut au tour du dragon, qui, en colère, cracha une gerbe de flamme et à son tour pénétra dans le palais. Le serpent le suivit de près en se glissant sous les pattes de ses amis. Le cheval prit son élan et, bondissant comme le tigre, sauta par-dessus tout le monde pour rentrer dans le palais. Le mouton, apeuré de ne pas pouvoir faire comme ses compagnons, usa de ses cornes pour, comme le bœuf, rentrer et fut désigné 8e animal du zodiaque. Le singe attrapa les têtes de ses compagnons à son tour et, par quelques acrobaties, réussit à rentrer dans le palais. Le coq, cette fois, se lança à son tour et, en s'envolant, passa au-dessus de tout le monde et rentra dans le palais. Voyant qu'il y avait beaucoup de monde à présent dans son palais, l'empereur cria « Ça suffit !» Mais son majordome, un peu sourd, comprit mal ce que l'empereur voulait dire et nota le nom du chien. En effet, Ça suffit se rapprochait fort
du nom du chien à ce temps-là. L'empereur, voyant que son majordome avait fait une bêtise, lui cria « C'est assez !» Et à nouveau, le pauvre majordome, un peu dur de la feuille, comprit mal ce que son maître voulait dire et nomma le cochon. L'empereur, voyant encore que son majordome avait fait une bêtise, courut et attrapa la feuille des mains du majordome pour lui arracher. Mais il fut bien obligé de désigner le cochon comme 12e animal du zodiaque. C'est ainsi que le zodiaque chinois, ou japonais comme vous le souhaitez, compte 12 animaux. Ces animaux, je vous l'ai dit, sont associés à l'un ou à l'autre des éléments gardés par les 5 gardiens. Ces éléments sont toujours désignés dans un ordre précis. En effet, on parle toujours du bois, du feu, de la terre, du métal, de l'eau. Pourquoi cet ordre? Tout simplement parce que l'élément qu'on désigne a toujours le dessus sur l'élément qui le précède. En effet, le bois boit l'eau, le feu brûle le bois, la terre étouffe le feu, le métal casse la terre et l'eau ronge le métal. Ces éléments, donc, bois, feu, terre, métal, eau, vont s'associer à chaque animal du zodiaque. Comment, me direz-vous? Eh bien, chaque animal va avoir son année à tour de rôle. Et on va changer à chaque fois, tous les 2 ans, d'éléments. Ainsi, le numéro 1 va être le rat bois. Le numéro 2, le bœuf bois. Le numéro 3, le tigre feu, etc., etc., jusqu'à ce que tous les animaux aient eu leur association avec leurs éléments respectifs. Forcément, me direz-vous, ça en fait beaucoup. Oui, ça en fait 60. Et après les 60, le cercle est revenu à son point de départ et recommence. Ainsi, quand vous regardez votre horoscope chinois, vous dites « Oui, je suis dragon, je suis cochon, moi je suis tigre ». Eh bien, ça n'est pas tout à fait vrai. Vous êtes peut-être tigre, dragon, cochon, singe, mais un élément y est associé. Et cet élément détermine beaucoup de choses dans le thème astral d'Extrême-Orient de ce que vous êtes. C'est ainsi que fonctionnent les signes chinois, qui sont nommés les signes binomaux. Ces signes binomaux sont utilisés pour calculer des tendances astrologiques. La plus répandue d'entre elles, de ces méthodes, est ce qu'on appelle la méthode des 4 piliers. Je ne rentrerai pas dans le détail du calcul de chacun de ces piliers ou dans d'autres calculs d'astrologie chinoise qui sont nombreux et complexes, mais sachez, pour terminer cette présentation de l'astrologie et de la mythologie japonaise, que ces piliers correspondent chacun à un moment.
Si vous voulez connaître votre thème astral, il faudra connaître votre pilier de l'année, votre pilier du mois, votre pilier du jour et votre pilier horaire. C'est la synthèse des 4 piliers qui composent votre thème qui vous donneront votre thème astral complet. C'est ainsi que pour calculer une prédiction sur vos prédictions sur un événement, une décision, une demande, il vous faudra prendre en compte l'année, le mois, le jour et l'heure de l'événement ou de votre demande que vous faites. Encore une fois, ces calculs sont très complexes et demandent des références que je ne peux vous donner là ce soir pour des raisons de compréhension et de simplicité, mais que je pourrais vous donner par écrit par la suite si ça intéresse certaines personnes. Je vais arrêter là cette présentation pour des soucis de clarté et ne pas rentrer trop dans des détails inutiles qui risqueraient d'embrouiller certaines personnes. Et je vous propose, si vous avez des questions, eh bien de les poser et j'y répondrai avec grand plaisir. Eh bien, merci Julien pour cette présentation tout à fait amusante et passionnante Ah oui, tout à fait. de la mythologie japonaise et ce qui amène à la présentation des signes astrologiques chinois. Oui, Manu, tu allais poser une question peut-être. Je réagis par rapport à ce que tu disais par rapport, Julien, je réagis par rapport à ce que tu appelles les piliers. Mais comment tu calcules ça? En fait, ça, on en parlera si tu veux en off, hein. Mais en fait, il y a Samira qui lui demandait, elle voulait savoir en fait son signe astrologique chinois, sachant qu'elle est du 2 juin 86. Alors encore une fois, c'est très très compliqué à dire comme ça, Ouais. parce Je me que doute. encore une fois, on ne peut pas calculer un signe astrologique comme ça de but en blanc, puisque ça demande beaucoup de calculs, puisque il faut calculer le pilier de l'année, le pilier du mois, le pilier du jour et de l'heure. Ouais, ça, on en parlera en off à la limite. Oui, oui, oui. Moi, j'ai une question. Donc, on parle de l'astrologie, mais est-ce que la voyance en Asie, hein, Japon, Chine, etc., est reconnue et est-ce que ça fonctionne pareil qu'en France? Alors, elle est reconnue et elle est même très très respectée et généralement les gens ne font pas 100. Beaucoup de gens ne font pas 100. C'est ça. C'est intelligent. Ça, ce serait bien si c'était pareil en France, mais enfin bon. C'est pour ça qu'il y a un petit côté très. Tu vas me dire si je me trompe, Julien, il y a un petit côté mystique au Japon. Tout à fait, tout à fait. Après, ce que je vous ai donné comme point de repère, ça n'est qu'une des méthodes parmi d'autres. Autant en Occident, on a des méthodes, on va dire, très 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 ciblées, autant dans ces pays-là, il existe des multitudes et des multitudes de méthodes
de calcul. Voilà, je pense au système des neuf constellations protectrices, d'autres zodiaques aussi, en fonction Tout à fait. des croyances, etc. Absolument. Mais j'ai l'impression que l'astrologie européenne est beaucoup plus compliquée que celle asiatique. Non. Non. Non, j'ai pas l'impression. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me fait dire qu'elle est assez proche. Et avec les animaux, il y a beaucoup Ouais. d'animaux aussi dans l'astrologie européenne. Oui, c'est sûr, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire que les deux astrologies, en fait, après, là, tu vois si je me trompe, mais j'ai l'impression que quelque part, il y a un lien entre les deux. Ah non, il y a pas de lien, on va dire, direct. Maintenant, c'est deux choses différentes, mais qui se rejoignent par certains points de toute façon. Ouais, quand on c'est voit ça. la mythologie, quand vous prenez la mythologie japonaise, pour ne parler qu'elle, et vous prenez la mythologie gréco-romaine, par exemple, il y a beaucoup de choses, de points communs. Oui, c'est ça. Quand on parle, par exemple, de la légende d'Izanagi qui va chercher Izanami aux enfers, on a forcément le point de repère de la légende et du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Le dragon, le monstre à 8 têtes tué, dans laquelle on retrouve une épée légendaire. Ça fait résonance au mythe de l'hydre de Lerne, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de légendes qui, de rien, sans le vouloir et sans que les gens ne se soient consultés, se rapprochent très fort les uns des autres. Oui, c'est curieux. Une petite remarque de la part d'Angélique. Alors, Angélique, si tu veux nous rejoindre sur le sur JT, il n'y a pas de souci. Hein. Rejoins-nous puisque tu as le lien. Tu as le lien, Tu peux hein, nous donc joindre. Ouais. voilà. Elle nous dit tous les écarts de culture entre France. Alors, je te corrige, Angélique, en disant entre Occident et Japon. Oui. Il y a certains grands écarts de culture, en effet. Tout à fait. Mais maintenant, on voit que certaines choses se rapprochent très fortement sans qu'ils ne se soient consultés à la base, puisque la religion shintoïste, elle date de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est très, très ancien. Et j'ai une petite remarque, c'est amusant parce que sur le plan du... ça n'a peut-être aucun rapport, mais bon, sur le plan du tarot de Marseille, le chiffre 8 est symbolisé comme le chiffre de la justice, mais aussi le chiffre de Dieu ou de celui qui est suprême. Est-ce que... Alors, le chiffre 8 au Japon est oui. un chiffre porte-bonheur. Oui, c'est ça. Et justement, est le chiffre de la divinité, de l'unité, de tout ce qu'on veut. Oui, mais c'est ça, c'est pareil. Hein. C'est amusant qu'il y ait plein de choses qui se regroupent alors que les civilisations ne se rencontraient pas et qu'il n'y avait pas la télé, il n'y a pas la radio, rien du tout pour communiquer. C'est vraiment Bien amusant. sûr. Et d'ailleurs, pour vous donner un autre exemple, le dieu protecteur du Japon par excellence, c'est le kami Hachiman. Et Hachiman veut dire le dieu aux 8 banderoles. Oh, bah, en effet. Oh là. Ah oui. Mm. Alors, je sais pas si Daniel ou qui est parmi nous aussi sur ici ou Soso. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, Voilà. posez-les. Alors, Daniel n'a peut-être pas activé son micro. Non, pas ton micro. Voilà. Tu peux l'activer, Daniel, si tu veux. Moi, j'aurais une question. Ah, vas-y, Eric, pose ta question. Au niveau des voyants au Japon, comment sont-ils considérés exactement? C'est-à-dire qu'ils sont
plutôt considérés comme des êtres mystiques? Comment ça se passe? Je dirais oui et non, mais plus comme des porte-paroles qu'autre chose. La religion shinto est encore très très présente actuellement et les gens pratiquent énormément et se rendent énormément dans les temples et du coup les prêtres shinto sont considérés à la fois comme des, 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 des prédicateurs, des interprètes de la volonté de l'un ou de l'autre, des kami qui font partie du panthéon divin japonais. En tout cas, il y a beaucoup plus de sagesse dans ces civilisations qu'ici en Europe et en Occident. Sagesse, je sais pas, mais il y a une mise d'accent sur l'importance de la communion avec la nature plus qu'en Occident. Ça, c'est sûr. Normal. Ordinaire. Alors, chers amis youtubeurs et chers amis sur Jitsi, je vais faire le live puisqu'au bout d'une heure, on est coupé. Voyance en direct, ligne verticale, Jitsi, streaming fermé. Voyance en cet onglet utilise votre caméra ou votre micro. Streaming en direct. Voyance en direct, ligne Ah, verticale, anglais. mais alors, Voyance en direct, ligne verticale, Jitsi, HTTPS, afficher, masquer la discussion, activer, désactiver le menu d'options, sélectionner. Diffusion, sélectionner. Et 2 éléments de plus. Dialogue, entrez votre clé de Chrome à une nouvelle fenêtre. Entrez modifier le texte. Caisse collée. SDGV FP68A1 assise E491. FDGV FP conditions d'utilisation de Duke politique de confidence. Démarrer la diffusion en direct. Voyance en direct ligne. Ordinaire. Ignorer le drapeau. Ignorer le drapeau. Normal. Ordinaire. Ignorer le drapeau. en direct, donc vous pouvez continuer à poser vos questions. Donc, Julien, on t'a interrompu, désolé, reprends où tu étais. Je disais oui que en Orient, l'accent est beaucoup plus mis sur l'importance de la nature et de la communion avec la nature qu'il l'était en Occident. Oui, c'est ça. Mais alors, j'ai remarqué quelque chose dans ton discours, alors peut-être dans le récit qui était passionnant, je me suis peut-être trompé, mais on aurait tendance à croire que les kami sont des êtres extraordinaires et extrêmement bons, extrêmement sans défaut, avec une grande qualité. Et pourtant, dans ton discours, j'ai pu percevoir quand même des défauts, pas des défauts, mais moi ce que j'ai ressenti aussi. Oui, Attends. Des qualités, on retrouve quand même des défauts qu'on a chez l'homme et qu'on retrouve aussi chez ces kami quelque part. Bien sûr, et les kami ne sont pas forcément bons, je pense notamment à 2 kami assez malicieux qui sont 2 frères jumeaux, les kami et Raijin, qui sont les kami respectivement du vent et du tonnerre et des éclairs, et qui sont représentés comme des oni. Donc, alors, qu'est-ce que les oni? Les oni, c'est des êtres légendaires, fantastiques, qui font partie des yokai. Alors, les yokai, c'est une classe d'êtres vivants, ce qu'on appellerait chez nous les démons. Et les oni, c'est représentatif, on va dire, de l'ogre. Et du coup, ce sont 2 frères qui sont tout le temps en train de se chamailler. Donc le Fujin, le kami du vent, est représenté en tant que comme un ogre vêtu d'une peau de léopard, portant sur son épaule un grand sac qui contient les vents et qui l'ouvre et qui le ferme pour faire partir le vent en fonction de ce qu'il a envie de faire subir, surtout aux gens. Donc forcément, c'est un kami qui était très très vénéré par les agriculteurs, par les pêcheurs notamment, et Raijin, son frère jumeau, lui, il est représenté en oni, donc en ogre également,
en portant sur son dos un gros tambour pour produire le son du tonnerre. Et faut savoir que d'après la légende, ces deux frères ne s'entendaient pas et ils ont passé leur vie à se battre. La première fois, c'est Fujin qui a gagné. Quand Reijin a pris sa revanche, c'est lui qui a gagné. Et la troisième fois, ils ont fini par s'entretuer. Donc voilà. Les kami ne sont pas plus bons. Loin de là. C'est d'ailleurs pour ça que ils sont énormément respectés et vénérés, parce qu'on craint justement leur colère, leur désaccord, leur sournoiserie à l'égard des gens. Voilà, c'est pour ça qu'on pratique beaucoup la religion shintoïste et il y a beaucoup de rituels, d'honneurs qui leur sont rendus très très régulièrement, qu'ils soient enclins à permettre aux gens de vivre normalement et positivement. Et alors c'est marrant parce que le bois, par exemple, le dragon, on aurait tendance à l'associer peut-être au feu, et le bois pourtant qui est vulnérable au feu, il est protégé par le dragon aussi. Enfin, c'est... Alors en fait, si on reprend les 5 gardiens légendaires, ils sont associés, donc comme je l'ai dit, à un point cardinal et à un élément, mais ils sont associés généralement à une couleur et aussi à un type d'être vivant. Le dragon, donc qui est à l'est de la croix et qui est protecteur de l'élément du bois, va être le maître des êtres à écailles, donc tortue, tout ce qu'on veut. Quoique tortue, non, c'est un mauvais exemple. Donc tous les animaux à écailles, mais il va être aussi de la couleur verte. L'oiseau, le phénix, lui, il va être associé, il va être le maître de la couleur rouge. Il va être maître des êtres à plumes et des êtres volants. Et il va représenter la forme spirituelle qui existe dans chaque élément, chaque objet, chaque être vivant de l'univers. Le tigre va lui représenter la couleur blanche, le point cardinal de l'ouest, l'élément du métal et la célérité, la vitesse et l'élément de l'air, si on veut parler plus occidentalement. Et il va voilà, la licorne qui est au centre de la croix, elle va être associée à la couleur jaune, elle va protéger l'élément de la terre et elle va être maître de tous les animaux à poil, donc tous les animaux plutôt de type mammifère. Et enfin la tortue, qui est associée à la couleur noire au point cardinal du nord. Elle va être associée à l'élément de l'eau et elle va être maître des animaux à écailles. Alors ce qui est particulier chez la tortue, c'est que c'est pas une tortue telle qu'on la connaît, puisque c'est une tortue dont la carapace est enroulée dans un serpent, autour duquel va venir s'enrouler un serpent, la tortue serpent. Et la tortue serpent, elle est là aussi pour montrer la dualité qui existe dans chaque être, donc que ce soit corps-esprit, que ce soit masculin, féminin, que ce soit blanc, noir, positif, négatif, montrer qu'il y a toujours une dualité dans chaque partie d'être, d'objets, de choses, d'éléments, et que pour pouvoir
vivre, il faut que cette dualité soit respectée et soit en équilibre. Du coup, je suis tellement passionnée par ce que tu racontes que j'ai pas. Moi, j'ai enchaîné avec une question de Christelle. Pardon. Alors, qui c'est qui me posé? Oui. Alors, pardon. Alors, qui c'est qui me pose une question un peu. Alors, la première question est un peu. Alors, voilà, déjà. Désolé. Alors, Christelle qui te dit. Alors, c'est une question que tu as plus ou moins répondu par la première, mais la seconde. S'il y a un site pour tout ce qui est pour le calcul des 4 piliers. Alors, je sais que je l'ai moi-même sur mon site, mais après, on peut trouver très facilement en tapant calcul, 4 piliers du destin, voilà, sur Google, vous allez trouver tous les calculs qui permettent de faire. Voilà. Donc là, vous trouvez facilement Christelle. Tu me diras l'adresse URL, je mettrai en commentaire Oui. à la limite. À la limite, je l'enverrai sur mon site, l'URL de mon site. Ouais. Dans ces cas, on fera comme ça. Ça marche. Y a-t-il d'autres questions sur le chat ou alors non, sinon, il y a plein de personnes qui sont sur. Il y a Manon Hartmann qui nous fait un petit bonsoir à vous, qui est une nouvelle personne apparemment. Alors bonsoir Manon, n'hésitez pas à partager, à liker et à tout le monde, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos. D'avance, merci. Voilà, et puis sinon Mélanie qui était là également, et puis c'est tout. Angélique, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était aussi sur le chat. Alors, Eric a une question. Une petite question pratique. Est-ce qu'il y a des rites? Comment ça se passe au niveau religieux? Est-ce que il y a, comme chez nous, des messes, par exemple, hebdomadaires? Comment ça se passe? Très sincèrement, ne pratiquant pas la religion shinto, je ne peux pas répondre précisément, mais il y a très très régulièrement, les temples sont ouverts constamment pour les gens qui voudraient aller prier tel ou tel kami. Bien sûr, forcément, on peut prier n'importe quel kami dans un temple shinto, mais le temple a toujours, entre guillemets, un kami pour lequel il a été bâti. Donc, les gens vont aller dans tel ou tel temple s'ils veulent s'adresser à tel ou tel kami. Et après, il y a bien évidemment des périodes de l'année, des moments, des jours où on va s'adresser à un kami en particulier. On va lui rendre honneur, on va lui faire des honneurs à telle ou telle période. Est-ce que tu pourrais nous renseigner sur la différence qu'il y a entre le shintoïsme et le taoïsme? Non, pas du tout. Ceux qui sont la religion en Asie, je sais plus du tout. Le bouddhisme. Voilà, le bouddhisme. Merci. Alors, oui. C'est pas la même. Ça se rapproche très fortement, puisque d'ailleurs au Japon maintenant, généralement les gens ils pratiquent un petit peu les deux. Le truc c'est que déjà l'origine géographique est pas la même. Le bouddhisme c'est plus ça prend sa source plus entre l'Inde et la Chine. Ouais, c'est plus l'Inde, oui, c'est ça. Le shintoïsme c'est purement le Japon. Historiquement, au Japon, c'est le shintoïsme qui était là, je vous dis, depuis près de 3000 avant Jésus-Christ. Le bouddhisme n'est arrivé au Japon que dans les années 630. D'accord. Donc, le shintoïsme était là depuis bien, bien longtemps. Après, au niveau de la conception, c'est globalement la même. C'est le respect de la nature, la non-violence, etc., etc. Mais après le panthéon, forcément,
le panthéon, les mythes qui sont associés à l'Olympe. Oups, j'entends plus rien. On représente souvent les gardiens du temple comme des gros crocodiles. Et on a ça en Sambala. Les gardiens du temple sont comme des gros crocodiles. Oui, en bouddhisme. En shintoïsme, ça n'est pas forcément... mais c'est généralement des animaux. Oui. Mais en rapport avec le Sambala, c'est des animaux. Alors, j'ai une question de Mélanie qui me paraît qui me paraît pertinente. Est-ce que l'astrologie chinoise est plus précise que l'astrologie occidentale? Pas forcément. Pas forcément. Elle n'est pas plus ni moins. Enfin, je pense que les personnes qui font les émissions le vendredi soir et le mardi soir, je pense que confirmeront, ça reste des tendances, des choses, des indications, voilà, qui sont données. Ça ne sont pas des vérités absolues et qui sont ultra précises en disant telle date, tel jour, il va se produire ceci, il va se produire cela, parce que sinon il y a belle lurette qu'on ne chercherait plus à, C'est sûr. qu'on n'hésiterait plus à faire telle ou telle chose ou à ne pas faire telle ou telle chose. Ça reste des tendances et que ce soit en Occident ou en Orient, ce sont des éléments de réponse qui sont apportés et après libre entre guillemets aux demandeurs de suivre ces tendances, ces recommandations ou de ne pas les suivre ou de les interpréter comme elles le souhaitent. C'est tout à fait pareil pour l'astrologie européenne. Voilà. Ça, non, il n'y a rien de certain. Voilà. Eh bien, apparemment, il y a beaucoup plus de questions sur le chat que dans l'émission d'il y a 15 jours, semble-t-il. Ah oui. Et de la semaine dernière. Ouais. Et c'est une question qui j'étais assez étonné de l'intérêt que ça apporte en tout cas. Eh bien, je ne sais pas quoi demander parce que Moi, je pense que moi non plus, je ne sais pas. Eric. Alors, j'ai peut-être une petite anecdote à apporter. Ah, vas-y. Vas-y. Vous vous souvenez de l'histoire des 12 animaux du zodiaque? Oui. Ouais. Alors, la conclusion de cette histoire, c'est que le rat, une fois que les 12 animaux ont été nommés, le rat est rentré chez lui. Et il a croisé le chat qui faisait sa toilette. Et le chat lui a dit, frère rat, il faut se dépêcher, on va être en retard. Et le rat lui a dit, mais frère chat, il n'y a plus rien à voir. et le chat a bondi sur le rat s'est sauvé, et c'est depuis ce temps-là que les chats chassent les rats. Joli. Jolie anecdote. Justement, c'est ça qui est beau, justement, c'est que même dans l'histoire de tout à l'heure, je ne pourrais pas citer d'exemple parce que c'était tellement intense. Ouais. Il y a toujours une conclusion comme ça qui serait comme le soleil et la lune. Le soleil ne rencontrera jamais la lune. Voilà, il y a une raison. Mélanie qui dit le chat a mangé le rat. Non. Lol, qu'elle rajoute. Voilà. Et alors, si vous voulez une autre petite anecdote. Ah oui. Vas-y. On t'en prie. C'est l'histoire, donc je vous ai parlé de Ryujin, le dragon des mers, le kami des océans. Un jour, Ryujin était fortement malade et pour pouvoir se guérir, il devait manger un foie de singe. Donc il envoya ses soldats, ses messagers, qui n'étaient autres que la pieuvre et la méduse, qui à l'époque avaient des pattes, avaient des jambes, avaient des bras,
dans leurs tentacules. Et du coup, la pieuvre et la méduse se sont rendues sur la terre pour trouver le singe et lui ont dit on a besoin de toi, le seigneur Eugene a besoin de toi, il faut que tu viennes avec nous. Du coup, le singe les a suivis et juste avant de rentrer dans l'eau, il leur a dit mais c'est bien, il a besoin de moi, mais pourquoi il a besoin de moi? Et du coup, la pieuvre et la méduse lui ont dit mais en fait, il a besoin de toi parce qu'il doit manger ton foie. Oh. D'accord. Pour Ok. pouvoir guérir. Alors, le singe, n'ayant pas forcément envie de se voir manger le foie, a réfléchi et leur a dit ouais, mais il y a un souci parce que mon foie, il est trop lourd à porter. Donc, je le mets en haut de l'arbre là-bas. Si vous voulez bien aller le chercher, je vous attends ici. Oh, d'accord, ok. Il est malin, le singe. Deux pressions, comme le singe, quoi. Ont suivi les recommandations du singe, sont allés jusqu'à l'arbre, forcément n'ont rien trouvé. Et quand elles sont le singe est bien évidemment carapaté. Elles sont retournées voir le dieu, le kami des océans, toutes penaudes, en expliquant que le singe leur avait échappé. Et Ryujin, furieux, les a tellement battus que depuis, leurs os sont tombés en poussière. Et c'est pour ça que maintenant, on connaît la pieuvre et la méduse telles qu'elles sont maintenant, sans pouvoir utiliser leurs bras ni leurs jambes. Oh, c'était jolie histoire. Ah oui. C'est très, très joli. Ah oui, oui. Merci, Julien. Ah oui, merci beaucoup, Julien. Si tu en as d'autres, nous sommes preneurs. Hein, Ouais, n'hésite pas. Et si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. Bien sûr. Quelle histoire je pourrais vous raconter? Eh bien, l'histoire qu'on raconte, par exemple, aux petits-enfants pour éviter qu'ils sortent, parce que les hivers sont très froids au Japon, fait de beaucoup de neige et le froid qu'on connaît, notamment en ce moment en France, là-bas pour eux c'est de la rigolade. D'accord. Et du coup, il y a une légende qui dit et qu'on raconte aux enfants que dans le blizzard, les nuits de pleine lune apparaît Yuki Yona, qui n'est autre que la sorcière des neiges. Oh. D'accord. Cette sorcière est apparue une fois alors qu'un bûcheron et son apprenti s'étaient réfugiés dans une petite maison au milieu de la forêt enneigée. Et alors que le bûcheron était endormi dans cette petite maison, elle s'est approchée et elle lui a soufflé son air glacial au visage. Ouf. Okay. L'apprenti s'est réveillé à ce moment-là et il a vu cette étrange femme d'une beauté magnifique, mais qui dégageait une atmosphère glaciale, a vu cette scène et elle s'est aperçue qu'il s'était réveillé et elle lui a dit « Ne t'en fais pas, je ne te tuerai pas, mais il ne faudra jamais que tu racontes ce qui s'est passé devant tes yeux. » L'apprenti a promis et la femme a disparu. Quelques années plus tard, l'apprenti, devenu bûcheron à son tour, a rencontré une jeune femme magnifique. Il s'est marié avec et sa vie a prospéré. A prospéré tant et si bien que il a monté une très grosse entreprise de bois et il a vécu heureux pendant des années avec sa femme et ses enfants. Un soir que il était fatigué et un peu lassé de toute cette vie de labeur,
l'apprenti, devenu bûcheron, donc, a raconté ce qu'il avait vu quelques années auparavant à sa femme. Sa femme, hein, qui n'était autre que Yuki Onna, s'est mise dans une rage folle. Elle lui a dit « Ne t'en fais pas. Pour toutes les années que j'ai passées avec toi, pour nos enfants, je ne te tuerai pas. Mais tu ne me reverras jamais. Et tu ne reverras jamais tes enfants. » D'accord. Et elle s'est évanouie dans un brouillard de glace en emportant les enfants de l'homme. Ainsi, on raconte cette histoire aux jeunes enfants pour éviter qu'ils n'aillent jouer dans la neige alors qu'il fait très froid, pour éviter qu'ils risquent d'être pris par le froid terrible et qu'ils risquent d'en mourir. C'est une belle histoire. Oui, Daniel? Non, pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Ah, je croyais que tu voulais Ouais. parler. Excuse-moi. Ah bah, pour votre information, il y a Bruno qui est sur le chat. Oh, bonsoir, Bruno. Bonsoir. Quelle belle histoire. Allez, encore une autre. Encore une autre. Une autre. Ah oui, ça fait rêver tout le monde là. Non, sincèrement, c'est magnifique. Ah oui, c'est excellent. Alors, quelle histoire pourrais-je vous raconter? J'espère que les enfants, on écoute. Quelle histoire pourrais-je vous raconter? Il faut que j'en trouve qui pourrait se rapporter au thème qui nous amène. Alors, je pourrais vous raconter. Savez-vous d'où vient le thé? Ah non, Ah non. non. Le thé, Alors. c'est chinois, normalement. Alors, c'est chinois. Oui, mais non. C'est indien. C'est indien. Non. Non. Ah, bon. Voilà. Non. D'après la mythologie japonaise, c'est japonais, Ah, forcément. c'est japonais. Ah, bah forcément, oui. Ah oui. Vous Ah en oui. doutez bien. Le thé, le thé vient en fait d'un moine qui méditait. Il méditait tellement que, enfin, il méditait énormément et il se promit pour pouvoir entrer en transe et atteindre le zen, donc cet état de plénitude qu'essayent d'atteindre tous les croyants du shintoïsme et du bouddhisme. Il promit de ne jamais dormir. Et il médita tellement que, à force de méditer, pris par la fatigue, il s'endormit. À son réveil, il s'en aperçut forcément. Et fou de colère après lui-même, il dit ces simples mots: puisque j'ai dormi, pour éviter que je ne dorme à nouveau, je vais me couper les paupières. Oh. Ok. Et il fit ainsi, il se coupa les paupières et enterra ses paupières à ses pieds et recommença à méditer. Forcément, ne pouvant plus fermer les yeux, il ne put plus jamais s'endormir. Mais à la place de là où il avait enterré ses paupières, apparurent 2 feuilles, puis 4. Il prit ces feuilles et les laissa tomber dans son verre d'eau. Et il entra en transe. Et à la fin de sa transe, il s'aperçut que ces feuilles étaient toujours dans son verre d'eau. Il les retira et but le breuvage. C'est ainsi que naquit le thé et l'importance du thé dans la méditation et dans la religion bouddhiste et shintoïste. Eh ben, dis donc. Ouais. On en apprend des choses ce soir. Hein. Oui. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup, Julien, pour ton partage et ta culture, hein, que je tiens vraiment à souligner d'extraordinaire. Mais pas de souci, c'est avec plaisir. Et écoute, je ne sais pas comment on pourrait conclure cette émission parce que je reste sans voix.
Sauf que la, la, la mythologie japonaise, bon, je sais que la mythologie grecque est aussi cruelle, mais elle a l'air bien cruelle, cette mythologie japonaise. Elle est aussi cruelle. Elle n'est pas plus cruelle ni moins que les autres mythologies. Quand on écoute des récits mythologiques grecs, nordiques, c'est ça. c'est pareil. Mais C'est elle est un peu plus elle est un peu plus méconnue, je trouve. C'est dommage. C'est sûr. Ouais. Mais grâce à Julien, eh bien, on en sait un petit peu plus ce soir sur la mythologie japonaise et l'astrologie chinoise. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous reste, on va aller un petit quart d'heure. Hein, qu'est-ce que tu peux nous raconter en un quart d'heure pour à moi qui a encore des questions sur le chat. Non, malheureusement, j'en ai pas. Désolé. Bon, Alors, bien. Une question d'Éric. Est-ce que au Japon, est-ce qu'on utilise le pendule, par exemple? Et est-ce qu'il y a, par exemple, des tarots, type tarot de Marseille ou autre? Est-ce qu'on utilise ce genre d'outils? Ça, je suis pas assez spécialiste en méditation, en prédiction, en voyance pour y répondre, mais je pense que oui, je pense que ce genre de méthode est utilisé par certains, oui, tout à fait. Eh bien, Eric, tu n'as pas réussi à faire tenir Julien un quart d'heure. Je pense qu'il doit plutôt être basé aussi sur parce que quand on entend parler, quand on parle de méditation, en fait, c'est pas de la passivité finalement. Alors non, la méditation, ça n'est pas de la relaxation non plus. Même si la méditation passe par la relaxation corporelle, la méditation, c'est certes une relaxation corporelle, une relaxation physique, mais c'est un voyage spirituel, c'est un voyage mental à travers un univers qui doit être à l'image de ce qu'on est soi, pour pouvoir l'explorer et l'apprivoiser et savoir comment y réagir. Donc finalement, quand tu disais que tout à l'heure qu'il fallait la passivité dans les événements, quand il fallait plutôt être passif, finalement, c'est une grande activité intérieure. Oui, c'est une passivité corporelle, mais avec un éveil spirituel qui est toujours très, très actif. Bon, eh bien, Julien, écoute, on va te laisser conclure l'émission et dès que tu auras dit ce que tu voulais dire, tu me le signales et je donnerai le mot de la fin. Eh ben, je conclurai simplement en vous remerciant de m'avoir invité ce soir. J'espère que j'aurais pu apporter quelques explications, éveiller peut-être quelque intérêt sur cette mythologie, cette cosmogonie japonaise qui est riche d'enseignements, de sens, et qui est une culture qui n'est pas forcément très connue en Occident, mais qui mérite de l'être. Donc si j'ai pu éveiller quelque intérêt là-dessus, eh ben, je suis satisfait d'avoir pu et heureux d'avoir pu contribuer à tout ça. Voilà. Eh bien, moi, ça m'a donné envie de lire quelque chose sur la mythologie. Aurais-tu des titres d'ouvrages à nous proposer, Julien? Alors, malheureusement, sur la mythologie japonaise, non, il n'y en a pas. Après, j'ai en ma possession pas mal de petites choses, que ce soit en écrit ou en audio, sur la mythologie des japonaises que je pourrais partager naturellement aux personnes qui le souhaitent. Voilà. Ah volontiers. Est-ce que sur ton site, que tu pourrais peut-être donner l'adresse, il y aurait peut-être des choses intéressantes que tu as déjà partagées dessus?
Alors, sur l'astrologie, sur les 4 piliers du destin, oui. Vous pouvez trouver un formulaire qui vous permettra de calculer les 4 piliers du destin à la date et à l'heure qui vous conviennent. Après, pour tout ce qui est mythologie, non, j'ai pas encore référencé de choses comme ça. Puisque moi c'est plus basé sur les arts martiaux et le judo notamment, mais vous pourrez y retrouver quelques traces, puisque bien évidemment les arts martiaux et la mythologie, l'essence des croyances, ils sont fortement entrelacés. Eh bien, merci infiniment. Une dernière question. À quel âge t'es-tu intéressé au Japon, à la culture du Japon et à la mythologie? Alors, la culture et l'histoire du Japon il y a quelques années, puisque en progressant dans le domaine du judo, il m'a semblé naturel de m'intéresser à l'histoire du judo et donc à l'histoire du Japon, parce que pour comprendre une discipline, il faut comprendre dans le contexte dans lequel elle vient s'inscrire et dans lequel elle vient évoluer. Et en s'intéressant à l'histoire du Japon, forcément, on s'intéresse à ses origines et à tout ce qui l'entoure et du coup à la mythologie qui l'entoure. Avant de conclure, Julien, mais tu peux donner le lien de ton site, s'il te plaît, comme ça je le mettrai sur le chat. Alors, je t'enverrai le lien du calculateur. D'accord. Là, je pense demain plus facilement, mais sinon le site c'est jujudoka tout collé .free.fr. C'est tout simple. En tout cas, encore merci Julien et eh bien nous attendons avec impatience ta prochaine intervention sur le sujet que tu choisiras. Ça peut être ton bouquin, ça peut être autre chose. En tout cas, tu me fais signe. C'est avec un immense plaisir que je te permettrai d'intervenir à nouveau parmi nous et de faire partager ton immense savoir à notre groupe et à nos viewers. Ça sera avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Nous vous souhaitons la meilleure nuit qui soit. Nous vous retrouvons demain soir pour votre émission de voyance en direct à 21h et vendredi pour votre émission de voyance en direct également à 21h et dimanche prochain votre tirage hebdomadaire. Bonne soirée à tous, place au générique, coupez vos micros, merci.